Salut! J'ai voulu m'essayer à faire une vidéo sur un sujet d'actu du mois de novembre qui est passé rapidos mais qui a fait un peu polémique. Et oui, je sais, je suis super en retard, mais il y a eu plein de rebondissements pendant l'écriture du script et j'ai dû lutter plusieurs fois contre la tentation d'abandonner. Bon, ok, j'ai pas d'excuses, mais de toute façon c'est comme ça, vous avez pas le choix, voilà. Allez, sans plus attendre, on y va. Début novembre dernier, plusieurs articles de journaux ont titré sur la déprogrammation par le rectorat parisien d'un film d'animation sur l'histoire d'une enfant palestinienne réfugiée à Beyrouth, Wardi. Grand-papy Sidi! Wardi. Initialement prévu pour être au programme du dispositif Collège au cinéma du deuxième trimestre, le recteur de l'Académie de Paris a finalement décidé que le film Wardi de Mats Grorud, un réalisateur norvégien, ne serait pas étudié par les classes parisiennes de 6e et 5e. Pourquoi cette décision ? Je cite un mail aux enseignants à cause du contexte d'extrême tension internationale et de ses conséquences potentielles sur notre territoire. Et il est évoqué aussi certaines remontées de professeurs au rectorat qui auraient pu être à l'origine de ce changement de programme. Alors, concrètement, pourquoi ça pose problème ? Déjà, ça fait pas mal râler certains organismes comme l'Observatoire de la liberté de création, et plusieurs professionnels de l'éducation, paraît-il, désapprouvent aussi cette initiative. Il faut savoir que c'est une décision inédite depuis 30 ans d'existence des dispositifs d'éducation à l'image, ce qui n'est tout de même pas rien, ça concerne 2 millions d'élèves en France. Là où c'est problématique de la part du rectorat parisien, c'est qu'il invisibilise une production artistique de façon arbitraire. Arbitraire car seul le rectorat parisien a pris cette décision, contrairement à 4 autres des coordinations départementales du dispositif, à savoir le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Marne et le Val-de-Marne. Ces dernières l'avaient sélectionné sur un catalogue d'une centaine de films et avaient décidé de le maintenir dans le contexte. Ce qui est gênant, c'est la première chose qui vient à l'esprit quand on se demande pourquoi un film sur des Palestiniens représenterait un risque. On semble assumer un amalgame palestinien égale terroriste. Un gros raccourci médiatique suite à l'attaque perpétrée par des membres du parti palestinien Hamas en octobre dernier. Et c'est embêtant pour les institutions françaises de dire « on ne veut pas attiser les tensions » quand on envoie en même temps un message de stigmatisation sur une population. Surtout si cette prise de position sert d'excuse à mettre sous le tapis tout un contexte historique, social et politique ayant servi de terreau à ces événements dramatiques. Certains articles plus incisifs n'hésitent pas à employer le terme de censure, qui, bien que pouvant paraître fort, peut se justifier dans la mesure où l'annulation et l'invisibilisation de contenus culturels relatifs à la Palestine n'est pas un cas isolé en France et plus largement en Europe. On peut donc légitimement questionner ce genre de choix particulier quand on constate une certaine généralisation et banalisation de ces procédés. La Ligue des droits de l'homme a d'ailleurs relayé un communiqué de l'Observatoire de la liberté de création, dont elle est elle-même membre, plaidant « les œuvres ne sont pas coupables ». L'Observatoire de la liberté de création tient à dénoncer la vague de déprogrammation et de report d'œuvres d'artistes palestiniennes et palestiniens ou dont le sujet a un rapport avec la Palestine. La guerre a toujours cet effet délétère auquel il convient de résister. Les œuvres apportent des regards singuliers sur le monde, plus que jamais nécessaires en temps de conflit. L'Observatoire de la liberté de création, qui condamne fermement ces déprogrammations, demande aux programmateurs, qu'ils soient élus des collectivités territoriales ou responsables de lieux culturels, privés ou publics, de respecter leurs engagements de diffusion des œuvres, quelle que soit la nationalité des auteurs et le sujet des œuvres. Bon, maintenant qu'on a vu ça, une grande question se pose. Pourquoi ? Quel est l'intérêt pour le rectorat parisien d'intervenir là-dedans ? La déprogrammation en elle-même n'efface pas un conflit existant et n'est bonne qu'à générer de l'indignation. Ce que ça souligne, c'est que l'Académie n'est que l'extension du bras de l'État. Elle se contente de défendre le point de vue du gouvernement français sans plus de nuances. En effet, la France étant un allié historique d'Israël, elle tente d'étouffer depuis le début du conflit les postures ouvertement pro-palestiniennes pour montrer son soutien au régime de Netanyahou. De mon point de vue, il s'agit donc ni plus ni moins de l'expression des intérêts de l'impérialisme français au Moyen-Orient à travers une institution de l'État, sans grande surprise. Petite parenthèse contextuelle, la France a toujours maintenu des relations complexes avec Israël depuis sa création en 1948. Elle s'est majoritairement présentée comme un allié stratégique de premier plan, malgré quelques cas de friction diplomatique et de désaccords sur le sort de la Palestine. Chaque mandat a présenté son lot d'évolutions, avec des soutiens plus ou moins critiques, mais néanmoins soucieux de conserver un lien dans la continuité. Certaines sorties ont particulièrement choqué et ont parfois créé un froid dans les relations franco-israéliennes. Parmi les plus connus, on peut citer un discours du général de Gaulle, qui a représenté un mouvement de réserve significatif, alors même qu'il était le premier chef d'État à reconnaître Israël en Europe, et le fameux scandale Chirac, qui marqua un tournant diplomatique qualifié de pro-arabe. Depuis le mandat Sarkozy, la tendance générale est plutôt au rapprochement et à la correction des précédentes querelles. Parenthèse fermée.
Or, le souci, c'est que de toute manière, les professeurs ont été amenés à aborder le sujet en classe. C'était une nécessité. De la vie même de certains élèves, il est plus rassurant de pouvoir discuter du sujet avec leur prof d'histoire que de devoir faire leur chemin tout seul sur Internet pour tenter de comprendre les enjeux. L'intérêt de pouvoir aborder le contexte historique et politique de ce conflit dans un cadre pédagogique est aussi de faire en sorte que les élèves ne réduisent pas la question à une simple guerre entre deux religions, car beaucoup de jeunes ont d'abord perçu ce conflit à travers le prisme identitaire. Si l'école ne vient pas les aider à trouver des réponses, ils iront bien les chercher eux-mêmes autre part. Et si les opinions qu'ils se forgent seules ne conviennent pas au gouvernement, il sera ensuite bien culotté d'oser pointer du doigt la responsabilité des réseaux sociaux, alors que le rectorat a sciemment exigé de pratiquer la technique de l'autruche. En dessous du fait de juste tacler le rectorat, on peut aussi relever le caractère un peu dérisoire des injonctions à ne pas déprogrammer. En effet, on peut penser que ceux qui déprogramment s'alignent sur une posture politique précise, répondant à des intérêts concrets, et ceux qui maintiennent les programmations sont sans doute déjà d'accord avec le communiqué ou assument ouvertement leur soutien au peuple palestinien. À ce jeu-là, chacun peut revendiquer de l'humanisme dans son propre camp sans que rien ne bouge. Mais bon, l'Observatoire de la liberté de création joue son rôle et ça reste toujours une bonne chose dans ces conditions de rappeler que la censure, c'est nul! Bon, et dans la justification du rectorat concernant la déprogrammation, on évoquait aussi des remontées de la part de professeurs eux-mêmes. Est-ce que c'est justifié d'être aussi flippé devant un film d'animation ? Hé, attends une petite minute. Qui tu traites de trouillard? Un grave gros pipeau pour grave torpétant! Très pétant! Si on réfléchit à la question, il y a un ensemble de choses qui peuvent expliquer ces craintes. Déjà, tous les professeurs qui choisissent de participer au dispositif ne sont pas forcément profs d'histoire, et comme il s'agit en plus d'un sujet d'actu brûlant, ça peut être un peu difficile à présenter à des collégiens. Mais surtout, on est dans un contexte de perte de crédibilité et de légitimité sociale des professeurs. Les conditions de travail se complexifient avec les politiques de réforme fréquentes, le statut se précarise et de moins en moins de gens veulent devenir profs. Dans un article du Cairn de 2009 intitulé « Les enseignants face aux élèves », le chercheur Pierre Cosselin évoque l'isolement des professeurs et le manque de soutien de leur hiérarchie. Il en découle parfois un sentiment d'inutilité sociale et une peur des procédures judiciaires par des parents en cas de problème avec les élèves. Il y a un manque de confiance réciproque entre le prof et sa hiérarchie qui lui donne des directives d'évitement, remettant en cause sa capacité à enseigner et ayant pour effet de le déresponsabiliser peu à peu. Le métier de professeur perd alors progressivement de son caractère social au profit d'une fonction de simple surveillance des élèves. Pour confirmer cet aspect, on a aussi des chiffres de l'an dernier provenant de l'APED, un mouvement belge militant pour une meilleure éducation et contre la reproduction de la hiérarchie sociale, qui indique que moins de 3% des enseignants belges et français ont l'impression que leur profession est valorisée par la société, et les profs français sont particulièrement nombreux à déplorer un manque de valorisation de leur travail par la hiérarchie, 67% contre 50% pour les Belges. Et tout ça n'est pas tellement étonnant quand on voit la faible estime que portent les membres du gouvernement eux-mêmes à l'école publique. Pour la scolarisation de vos enfants au lycée Stanislas qu'on a appris aujourd'hui, c'est un lycée qui condamne l'homophobie, qui condamne l'avortement dans ses enseignements, qui prône la non-mixité. Est-ce que, dans votre vision de l'enseignement, ça révèle quelque chose? Non, là, vous êtes totalement dans le procès d'intention. Moi, je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique. Et puis, la frustration de ses parents, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, d'aller chercher une solution différente. Madame, les sorcières comme vous, on les brûlait au Moyen-Âge. Mais finalement, justifier la déprogrammation du rectorat par le fait que certains professeurs auraient pu être inquiets demeure insatisfaisant. Car, comme le précise Patrick Faccinetti, délégué d'une association membre du dispositif Collège au cinéma, dans le journal Libération, si les enseignants eux-mêmes avaient souhaité déprogrammer le film au regard du contexte actuel ou d'un manque de formation, on n'aurait pas le pouvoir de leur imposer de le projeter. Au contraire, cela aurait été entendable. L'école doit rester plus que jamais un sanctuaire où construire l'esprit critique des élèves. On trouve regrettable de mettre de côté ce film au regard de son sujet, alors que les jeunes sont en permanence inondés par les images et qu'il est nécessaire de leur donner des clés. On n'apprend pas grand-chose à l'école. Les élèves sont juste de la main-d'œuvre. On a parlé de beaucoup de choses dans ces premières parties et il y aurait encore beaucoup à dire sur tous ces sujets, mais je suis pas forcément la plus calée pour en parler. Et surtout, je sais ce que vous allez me dire, mais enfin, on n'était pas censé parler d'animation à la base ? Oui. Oui, vous avez raison. Parlons un peu du film à présent. C'est l'histoire de Wardi, une fillette palestinienne de 11 ans, vivant avec sa famille dans le camp de réfugiés de Beyrouth, au Liban.
Déjà, question technique, c'est un film d'animation en stop motion, et la stop motion, c'est super cool. Non, sérieux, c'est une des techniques d'animation les plus impressionnantes qui existent quand on s'intéresse un peu aux procédés de fabrication. Certains studios, comme le studio Laika, font preuve d'une technicité incroyable. Les longs métrages en stop motion de marionnettes ne sont pas si fréquents dans le paysage de l'animation, car ils demandent un véritable savoir-faire. Du fait de cet aspect artisanal, ils sont dans un circuit un peu à part du reste de l'industrie. Il y a parfois des idées reçues, comme quoi cela coûterait cher à produire, alors qu'en réalité, la plupart des productions se débrouillent souvent avec des petits budgets, largement en dessous de la plupart des productions 3D qui sortent chaque année. Et bien sûr, la stop motion ne se limite pas à la marionnette en volume, il existe une variété de techniques et de styles différents, mais je vais pas encore digresser. En 2019, les films en stop motion ont représenté 2% des recettes du box-office mondial, contre 41% pour la 3D. Pour la production de Wardy, je suis pas parvenue à trouver les données exactes, mais il semblerait que le budget ait été relativement modeste. Le film est partiellement en animation 2D numérique, ce qui a permis de faire des économies d'un point de vue purement pratique. Le tournage de la stop motion a mobilisé 4 animateurs par jour sur une durée de seulement 6 mois, durant lesquels ils produisaient quotidiennement entre 24 et 30 secondes d'animation, ce qui est relativement efficace. In 2018 it was finished. It's not Spider-Man, it's a political film, feature-length animation, stop motion and 2D. So I mean it took us quite some time to get it financed. So that was a big struggle. Dans le cas de Wardy, il est intéressant de noter la pertinence de l'utilisation de la stop motion pour sa sensation de matérialité, proche du réel, et son potentiel d'identification. La marionnette renforce cet aspect d'individus contraints par leurs conditions. Beyrouth apparaissant alors comme une prison écrasante, rétrécissant les individus comme dans une maison de poupée. La symbolique dégagée est donc très forte dans ce film. Le film a été réalisé en France au sein du studio Foliascope, qui a à son catalogue plusieurs longs métrages en marionnettes. On peut citer notamment Interdit aux chiens et aux Italiens, là encore un film engagé sur la thématique de l'exil, ou encore tout récemment le film Léo, une fiction sur Léonard de Vinci, présenté au Festival d'Annecy en 2023 et sorti en salle cette année. Mats Grorud, le réalisateur de nationalité norvégienne, dévoile à travers ce film un engagement qui prend racine jusque dans son enfance. En effet, sa mère était infirmière au Liban pendant la guerre dans les années 80, et à son retour en Norvège, elle a raconté à sa famille la vie des enfants dans les camps. Elle nous a dit qu'un jour, la paix reviendrait et que nous irions tous ensemble là-bas. En 1989, nous avons déménagé au Caire. J'avais 12 ans et j'ai été scolarisée dans une école égyptienne avec ma petite sœur. Je me souviens très bien avoir été à Jérusalem et à Gaza au moment de Noël, en 1989. Il neigeait et à chaque coin de rue, des enfants palestiniens faisaient le V de la victoire avec leurs mains. Des enfants de mon âge. C'était pendant la première intifada. Plus tard dans sa vie, Mats a lui-même œuvré au sein d'ONG pour aider les réfugiés palestiniens. C'est ainsi qu'il s'est pris d'intérêt pour le vécu de ces familles et s'est lancé dans une quête pour transmettre cette parole. Il a participé à la réalisation d'un documentaire sur le sujet intitulé Out of Place, Out of Time. Ayant complété des études en animation, son défi suivant a tout naturellement été de donner vie à un projet d'animation ambitieux sur le même thème. Concernant le pitch de base du film Wardy, en premier lieu, je n'avais pas pu m'empêcher de faire un rapprochement avec la démarche du film Persepolis, qui présente également une situation de conflit politique et d'oppression vue à travers les yeux d'une jeune fille dans notre époque contemporaine. Là encore, film très personnel car il s'agit du témoignage authentique de la réalisatrice, Marjane Satrapi, adapté de sa BD autobiographique. Le film se passe quant à lui majoritairement en Iran. L'héroïne Marjane était encore une enfant quand le pays est tombé aux mains d'un gouvernement islamique répressif suite à la révolution dans les années 70-80. Par ailleurs, film primé, moult fois salué par la critique en France, et qui a aussi souffert de censure dans certains pays. Donc avant de voir le film, je me suis dit « Waouh, on a l'audace d'un Persepolis, le style de Ma vie de courgette, et paf, Wardy ». Présenté comme ça pouvait que me faire envie. Il préfère qu'on l'appelle courgette. Moi, je dirais plutôt patate vu sa tête. 6 mois, ça suffit. Bon, ok, j'exagère un peu, mais a posteriori, j'ai finalement trouvé que c'était pas si bête d'établir une comparaison entre Persepolis et Wardy afin d'en tirer une analyse. Déjà, malgré les contextes politiques différents, on peut noter la démarche similaire de sensibilisation au sort des populations soumises à des conditions de vie violentes par des régimes autoritaires. Dans le cas de Persepolis, il s'agit d'une autobiographie, donc d'une tranche de vie sur plusieurs années, tandis que Wardy a une approche presque plus documentaire.
le réalisateur s'étant inspiré de ses observations personnelles et des témoignages de certains de ses amis au Liban. Le film associe donc plusieurs éléments biographiques, entrecoupés de points clés historiques, de photos de famille et d'images d'archives. Il est intéressant de noter le choix de montrer de vraies photos et vidéos dans Wardy, à travers la télévision et les albums photos de sa famille. Mats Grorud précise qu'ils ont déployé des efforts considérables pour rassembler des photos des camps des 70 dernières années. Se retrouver confronté à de vrais visages de réfugiés au cours du récit a quelque chose d'assez frappant. C'est le retour du réel en pleine figure qu'il est alors impossible d'ignorer. Aussi, j'ai personnellement trouvé Wardy plus difficile à regarder que Persepolis. Certaines scènes plutôt graphiques peuvent avoir un effet traumatisant. La mort y est représentée de manière plus frontale. Cela dit, le site Benchy le classe à partir de 9 ans. C'est toujours difficile de déterminer la limite d'âge pour un film d'animation, mais dans le doute, fiez-vous aux recommandations des professionnels du cinéma et des sites spécialisés, c'est fait pour. Dans les deux films, on retrouve cette même idée de raconter le passé et les éléments historiques par un changement de style d'animation. Tout comme Wardy, Persepolis est un film à plusieurs couches d'époque qui s'enchaînent et se superposent. Il est donc indispensable de créer un contraste par des codes visuels afin que l'on puisse comprendre la logique narrative. Dans Persepolis, il est intéressant de noter que la trame de l'histoire que l'on va suivre ne se situe pas dans le présent du film, mais dans le passé. Nous suivons la vie passée de Marjane, de son enfance à sa vie d'adulte à travers ses souvenirs, tandis qu'elle se les remémore dans un aéroport. Les rares images du présent sont en couleur et la majorité du film est donc en noir et blanc. Il y a un dernier niveau de temporalité dans Persepolis qui va particulièrement nous intéresser, puisqu'il concerne la notion de transmission. En effet, il s'agit là d'un élément central dans le film Wardy et sur lequel nous allons revenir plus tard. Je qualifie de transmission les moments du récit où des membres de la famille de Marjane racontent des événements marquants de leur passé ou de la politique du pays sous forme de séquences animées. Ce ne sont donc pas des souvenirs vécus par Marjane, mais des souvenirs de récits qu'on lui a faits, matérialisés en images mentales. Un récit du passé, visuellement fantasmé par Marjane, dans un souvenir du passé. Ce genre de passage donne lieu à un changement de code graphique, puisqu'il ne s'agit pas de la réalité, mais seulement d'une image que l'on s'en fait. Dans les choix esthétiques, on peut relever certains éléments rappelant l'histoire de l'art perse, que ce soit à travers les motifs, les représentations de la nature et des personnages, ou la suppression de perspectives. Certaines animations iraniennes des années 70 utilisaient déjà des références esthétiques de l'héritage perse. Je ne peux pas prétendre qu'il y aurait une inspiration directe de ces animations dans le film Persepolis, car les motifs inspirés des arts anciens sont naturellement propices au format du conte, puisqu'ils sont évocateurs de l'histoire passée. Lorsque Marjane est petite, son père lui explique l'histoire de la politique du pays et comment le Shah est arrivé au pouvoir. L'animation de ce passage est faite sous forme de théâtre de marionnettes. Cela fait écho bien sûr à la manière dont on conte les histoires à de jeunes enfants, tout en donnant un sentiment grotesque, comme pour dénoncer de manière cynique la farce que constituent l'histoire et les manipulations politiques, d'où le parallèle avec les pantins. On retrouve plus tard dans le film une présentation similaire lorsque le père parle des manœuvres des Occidentaux dans la guerre contre l'Irak, en finançant en même temps les deux armées rivales pour les encourager à mener une guerre désastreuse et fratricide. Les soldats s'entretuent sans relâche, comme des automates, et tombent inanimés. Pareillement pour les dissidents politiques exécutés. C'est comme si tous ces morts n'étaient plus des individus mais un nombre, un bilan de victimes, et c'est effectivement l'effet que l'on peut craindre lorsqu'une guerre dure trop. La seule scène de transmission où les personnages et l'animation restent réalistes et dans la continuité du reste du film, c'est lorsque l'oncle Anouch raconte sa jeunesse et comment il a dû fuir la répression pour ses idées politiques. Il s'agit là d'un récit personnel, donc moins caricatural que les autres et plus concret dans l'esprit de Marjane et de son conteur. Subsistent toujours certaines conventions graphiques dans le traitement de l'environnement qui nous détachent du réel. Dans le cas de Wardy, lorsque les membres de la famille racontent leur vécu en lien avec l'histoire de la Palestine, on change également de technique pour passer à une animation dite cut-out en 2D numérique. Ici, pas d'artifices esthétiques pour ménager la jeunesse, on comprend qu'il s'agit plutôt de souvenirs douloureux vécus par les membres de la famille de Wardy dans un style terne et désenchanté. From the beginning, I wanted to separate the presence of the world of Warty with the flashbacks. It also allowed us to be very detailed because we really wanted the past to be as kind of exact to the historical sources. Like how did it look in Palestine at that time? Contrairement à Persepolis où les passages racontés par la famille sont ponctuels, dans Wardy, ce style de narration occupe une bonne partie du film. Quasiment la moitié du film est consacrée à cette notion de transmission. Dans Persepolis, c'est Marjane qui est au centre du film, ce qui n'est pas le cas de Wardy, qui partage l'espace avec les autres membres de sa famille, qui, en même temps, représentent une partie d'elle-même. C'est ce que nous verrons d'ici peu.
Pour résumer sur ce point, on constate donc que dans les deux films, la temporalité des événements est marquée par des choix graphiques distincts. De la même manière que dans la vraie vie, les souvenirs, la mémoire transmise et la réalité tangible du quotidien n'ont pas la même saveur. We wanted the flashbacks to be also like historic dives into the psyche of people, and with drawings that you can have this fluidity of the drawings, that you can make it more psychological journey. The drawings gives you this opportunity, which puppets maybe doesn't in the same way. We chose the puppets because the tactility, the material, that this feels real. It's the real world. This works perfect for representing reality. Dans le film Wardy, en plus de la dimension temporelle, le clivage artistique est aussi frappant dans sa gestion de l'espace. Dans le temps présent, nous avons une animation en 3 dimensions, et le sens de circulation des personnes tout au long du film se fait verticalement, du bas vers le haut. On insinue donc une notion d'élévation et de progression de Wardy, en même temps que les générations de sa famille se succèdent. Sidi, pourquoi tout à l'heure tu as dit qu'on n'est rien quand on ne connaît pas son passé? On n'a rien à apprendre du passé. On est toujours enfermé ici, dans cette cage. La seule chose qui est changée, c'est les tours. Elles grimpent toujours plus haut. À chaque nouvelle génération, un nouvel étage. On vous laisse rapprocher de Dieu. Mais pas comme ça. Dans le passé, animé avec des personnages en 2 dimensions, la perspective est écrasée et les reliefs sont plats. Cela fait ressentir la phase d'exode vécue par la vieille génération. Les grands espaces passent tantôt d'environnements naturels sans frontières où l'on se sent libre, à des étendues désertiques à parcourir, vides d'histoire humaine. Dans l'enchaînement des 2 périodes, on passe de l'horizontalité à la verticalité. It's also like this very narrow space that we needed this kind of camera angles to really show the height of the towers. But it's really also your sense as an artist of this space, which kind of that you see in the film. For the 2D part, it's more Rui style that is coming through, and Rui has a much more flat approach, more like kind of Wes Anderson approach to the framing. I mean, it's really like the artistic input for the different parts of the film and what's needed. C'est cette sensation d'être un peu enfermé quand on est tout en bas, quand on est au rez-de-chaussée, disons, enfin au niveau du sol. Vu que les tours autour sont construites de génération en génération, sont devenues très très grandes. Et cette sensation-là, Mats nous l'a vraiment bien décrite et on a essayé de ressentir ça. Ce placement des caméras de manière à avoir des plongées ou des contre-plongées, on ressent cette verticalité du camp, cette sensation d'être enfermé. Il y a donc également une différenciation du passé et du présent par le potentiel d'action des personnages. Dans le passé, on n'a pas d'autre possibilité que de marcher un peu plus loin ou de riposter. Dans le présent, on est enfermé dans un lieu clairement délimité, mais on a la possibilité de prendre de la hauteur ou s'évader dans la rêverie pour oublier le caractère insupportable du réel. Certains réfugiés cherchent de nouvelles possibilités de sortie, comme l'espoir de gravir l'échelle sociale. Que des bonnes notes. Comme ta sœur Yassar. Des notes, toujours des notes. Et après? Doctora ou Mahansi? Non, fais plutôt comme ta sœur. Marie-toi, comme ça tu pourras te sortir d'ici. Ah, tais-toi. Comment elle va? Elle veut toujours partir. Je t'emmerde, Ahmed. La seule chose qui t'intéresse, c'est sa sœur. Il y a une différence de traitement entre les protagonistes des 2 films. Dans le film Persepolis, Marjane est en quelque sorte actrice de son quotidien. Elle vit les changements politiques de son pays, le passage à un gouvernement répressif, et elle réagit en conséquence. Au fur et à mesure du film, elle tente de se construire individuellement en tant que femme et de s'émanciper des restrictions. Wardy, quant à elle, est plutôt présentée comme auditrice. Elle a toujours connu le statut de réfugiée dans la misère et est en quête de réponses sur son histoire. C'est à travers le témoignage des membres de sa famille qu'elle cherche à se construire en tant qu'individu, en perpétuant la mémoire de ses aînés. Persepolis raconte donc le parcours de vie de Marjane, qui a fait la femme qu'elle est aujourd'hui, tandis que Wardy, 11 ans, est en phase de se construire. Mais son avenir dans ce contexte délabré est incertain, d'où la nécessité pour elle de revenir aux origines de son existence. En mettant côte à côte les ressentis et le vécu de chaque membre de sa famille sur différentes générations, Wardy en fait la synthèse et incarne l'espoir futur des réfugiés, chaque génération s'efforçant de renouveler cette aspiration à un avenir meilleur. Nous parlions de la notion de verticalité dans le film Wardy, Beyrouth étant une prison élevée et dense à ciel ouvert. Au fil du récit, on peut voir Wardy monter de plus en plus haut dans les bâtiments en béton.
jusqu'à finalement se retrouver dans l'impasse du ciel dégagé. Ce ciel incarne cette question qui tourmente les membres de la famille. Et après ? Pour résumer, les notions principales du film Wardy sont les suivantes. Savoir d'où l'on vient, ne pas oublier le passé, transmettre l'espoir et garder son regard tourné vers la lumière en des périodes sombres. Ça raconte l'histoire d'une quête d'identité pour une jeune fille au passé familial ravagé. En mettant en parallèle Persepolis et Wardy, on comprend également que dans des contextes où les libertés individuelles et de conscience sont bafouées, les notions d'identité et de rattachement à l'histoire familiale, ainsi que la compréhension du contexte politique, acquièrent une dimension presque vitale. Elles constituent un rempart qui protège les individus de l'annihilation ou de la compromission et donne une raison de poursuivre la lutte, sinon pour soi-même, pour honorer la mémoire des générations précédentes et de leur combat pour une vie meilleure. Alors comme ça, tu es française ? Mamie, arrête. Non, c'était juste une question. Je savais pas que t'étais française, c'est tout. Si tu crois que c'est facile d'être iranienne ici, dès que je dis d'où je viens, on me regarde comme si j'étais une sauvage. Pour eux, nous sommes tous des cinglés fanatiques qui passent leur temps à hurler en se tapant dessus. Tu penses que c'est une raison pour renier tes origines ? Tu te rappelles de ce que je t'avais dit ? Reste intègre à toi-même. Si on n'a aucune idée de son passé, ni de l'endroit d'où l'on vient, alors qu'est-ce qu'on est ? Avant de conclure définitivement, je vais faire une parenthèse pour répondre à quelques questions potentielles. Déjà, certains s'étonneront peut-être que je me sois attardé sur cette histoire de déprogrammation qui semble n'être au fond qu'un fait divers. Effectivement, le film n'a pas été déprogrammé partout, et on ne peut donc pas le présenter comme une décision politique générale. En revanche, pour moi, cet événement ne pouvait pas non plus être considéré comme purement anecdotique dans le contexte actuel, où la question palestinienne est plus criante que jamais. Chaque prise de position ne peut être décorrélée de sa structure, et peut s'avérer révélatrice des intérêts de classe à l'œuvre, même sans que cela soit conscientisé par les membres des institutions. Donc pour moi, le but n'était pas de surinterpréter la posture du rectorat parisien dans ce cas précis, mais juste de se servir de l'anecdote comme tremplin pour réfléchir à des problématiques plus globales. J'ai trouvé que cet exemple était aussi une bonne démonstration des effets des dérives bureaucratiques du système scolaire. La hiérarchie est souvent déconnectée de la réalité du terrain, des professeurs et des élèves. Elle fait le choix de demeurer dans un déni désespérant pour tout le monde, en mettant sous le tapis tout ce qui est propice à l'agitation, dans un sens comme dans l'autre. L'idée de parler du film Wardy partant d'un fait d'actualité, le fait de sortir une vidéo aussi tard risquait de rendre le propos obsolète rapidement. Mais j'ai quand même tenu à sortir le truc même un an après. Alors pourquoi tant d'acharnement et d'hésitation dans ce cas ? Ça n'aura échappé à personne que le sujet est difficile à traiter. C'est clivant et complexe. D'un côté, ça me tenait à cœur d'en parler parce que, comme beaucoup, je suis préoccupée par la situation au Moyen-Orient. D'un autre côté, j'ai eu très peur de ne pas tenir un propos politique pertinent ou digeste. Mon sujet reste l'animation, que je prends comme point de départ pour parler d'autres sujets, et n'étant pas experte, j'ai essayé de ne pas trop m'éparpiller. Le but central est de promouvoir l'animation en tant que médium, vecteur d'expériences sensorielles et de réflexion sur le monde. Parler du potentiel artistique, en gros. Aussi, j'ai beaucoup douté de mes formulations et mes déclarations. Depuis l'attentat du 7 octobre 2023, les actes jugés antisémites ont fortement augmenté en France. Je ne peux pas anticiper dans quelle mesure ce que je dis pourrait être mal interprété, et c'est du devoir de celui qui parle de réfléchir aux conséquences potentielles de son discours. Mais finalement, tout ceci rendait d'autant plus important pour moi d'aller au bout de mon projet. De une, la mobilisation des gens a tendance à se tasser à mesure que les actualités se refroidissent, alors même que le conflit et les morts n'ont pas cessé. Les piqûres de rappel sont donc bienvenues. Et de deux, les essentialismes identitaires qui ciblent les juifs ou les musulmans comme responsables d'une situation de conflit politique sont des tendances contre lesquelles il faut lutter. La dynamique du bouc émissaire favorise le système en place et ne résout absolument rien. Raison pour laquelle censurer des œuvres en temps de guerre sur la base de l'origine de leur auteur ou du sujet traité, c'est criminel. C'est couper l'herbe sous le pied de la réflexion. En conclusion, rappelons que le problème des déprogrammations réside dans l'invisibilisation arbitraire d'une œuvre importante. Cela met en exergue la déresponsabilisation de l'école dans son devoir de permettre aux élèves de se forger une conscience indispensable pour comprendre ce genre d'enjeux politiques. Les élèves sont juste de la main-d'œuvre. Concernant Wardy, au-delà de son sujet important, on a montré que c'était un film intéressant,
D'une part pour la rareté de la stop motion, ajouter à cela la pertinence de l'utilisation de la technique pour son côté tangible et accessible servant le propos du film. D'autre part pour son aspect documentaire chronologique, fragmenté d'expériences de vie, de vidéos d'archives et de photos de famille. La vision d'enfants souriants, jouant quotidiennement au milieu des décombres, est quelque chose qui ne laisse pas indifférent. D'où l'intérêt de le présenter à des adolescents pour réaliser que les peuples qui subissent ce genre de conditions sont semblables à eux. Le sentiment de proximité permet de ne pas demeurer dans l'ignorance et de se sentir solidaire de tous les peuples opprimés par l'impérialisme, au-delà de l'origine ethnique ou des croyances religieuses. Déprogrammer un film comme celui-ci, c'est favoriser une logique obscurantiste. Les jeunes, notamment, ont besoin de combler ce vide. Alors autant leur donner matière à réflexion dans un cadre contrôlé. C'est l'intérêt de l'école, justement. Mais, pour conclure malgré tout, je verrai le côté positif de la chose. Je n'avais jamais entendu parler de ce film d'animation, ça m'a donné une occasion de le visionner et de lui faire un peu de promo. Alors qu'est-ce qu'on dit ? Merci le rectorat parisien. Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.